Soyez les bienvenus. Soyez les bienvenus. Amy Benjamin, si tu as le courage de partager ton écran, on va présenter brièvement un article, du coup l'article qu'on a publié ce mois-ci, qui peut vous intéresser effectivement, tout du moins je l'espère. Et suite à quoi, eh bien, on parlera un petit peu du sujet du webinaire, qui est tout ce qui est optimisation de boîte noire. Sachant qu'on est sur un sujet, là le but, c'est pas faire de l'état de l'art de la science, c'est vraiment faire de l'introduction, parce que c'est un domaine qui est très peu connu. Ce mois-ci, donc comme tous les mois, on a publié une revue de la recherche. On espère qu'elle vous plaira. Et donc dans cet article, alors il y a pas mal de choses qui, à mon avis, sont très intéressantes. Les freeform pixels, c'est une approche assez récente, hardware, bas niveau, avec du edge, qui permet de faire de la détection des sujets de classification anonymisés en utilisant extrêmement peu de pixels. Ici, on redéfinit le concept de pixels par un masque optique. Et ce qui est intéressant, c'est d'une part que dans ce travail, les auteurs vont jusqu'au bout des choses et proposent un prototype hardware. Ce prototype hardware est totalement anonymisant. Et là, pour le coup, les arguments sont convaincants. Et ce prototype hardware est autosuffisant sur le plan énergétique. Et là, on va au-delà du travail classique en deep learning, qui est juste un state of the art de recherche qui est plus ou moins intéressant. Là, on est vraiment sur quelque chose de très pertinent, y compris sur de l'IoT, de l'Edge AI. Donc, si c'est des sujets qui vous intéressent, je vous encourage à aller voir. Ça a été noté comme une des meilleures publications de l'ICML 2024 et ce n'est pas pour rien. Ensuite, entre autres travaux, et vous remarquerez que l'écran défile d'une manière parallélisée. Alors ça, c'est un peu un clin d'œil. On avait beaucoup parlé l'an dernier de l'imitation learning, c'est-à-dire vraiment tout ce qui est programmation robotique à partir d'imitation. Des acteurs qui manipulent un robot par différents moyens. Et ces exemples permettent d'entraîner un modèle via du renforcement. Et c'est un sujet sur lequel on avait insisté en avril. Pourquoi ? Parce que c'est en train de vraiment changer l'approche en robotique via l'intelligence artificielle. Jusqu'ici, quand on faisait de l'IA en robotique, c'était très lourd, c'était du renforcement, du policy gradient. Et là, c'est très intéressant. Donc, pourquoi ce travail nous a intéressés ? Parce que les travaux qu'on avait levés en avril ont été repris par DeepMind. J'avoue que là, j'ai une petite autosatisfaction. Et que ces travaux-là ont été poussés. L'exemple, alors qui est un moyen de provoquer le moindre roboticien, c'est plier une chemise. À noter que, entre autres, outre des accomplissements techniques qui sont intéressants, DeepMind a aussi fait quelque chose de très intéressant, c'est qu'ils ont industrialisé l'enregistrement de démonstrations. Là, on parle de milliers de démonstrations, de plein d'utilisateurs. Et le fait d'avoir démocratisé ça, c'est quelque chose d'intéressant parce qu'ils fournissent leurs protocoles et c'est des choses qui, demain, sont destinées à être reproduites. Alors, le travail suivant, j'avoue que la mémoire… Ah oui, FishGen. Alors ça, c'est un travail qui est assez intéressant. C'est un travail où on utilise des LLM, plutôt des modèles multimodaux comme GPT-4, mais uniquement pour la détection. Et l'enjeu, qu'est-ce que c'est ? C'est à partir d'une image, de détecter automatiquement ce qui est à l'avant-plan versus ce qui est à l'arrière-plan, d'injecter une force à un objet à l'avant-plan et d'observer ce qui se passe. Typiquement, là, vous avez un schéma. La troisième ligne, on a une photo de domino et on va détecter les éléments pouvant bouger. Et ensuite, ces détections vont aller dans un moteur physique pour simuler le mouvement. Ça, c'est surtout intéressant parce que ça montre bien où est-ce qu'on peut utiliser l'IA versus où est-ce qu'on n'a pas du tout envie de l'utiliser. Et le dernier travail, dans mon souvenir qu'il y avait, ah oui, alors ça, c'est vraiment déprimant, mais on a un devoir d'honnêteté. Alors, l'interprétabilité de l'IA, c'est un sujet, c'est un serpent de mer. Depuis 2015, tout le monde prétend avoir des approches. Et jusqu'ici, il y avait une approche à laquelle je croyais pas mal quand même, je dois être assez honnête là-dessus, qui était ce qu'on appelle la visualisation de features. C'est dans les réseaux convolutifs notamment, c'est l'idée qu'on apprend à voir un pixel intermédiaire dans un réseau de neurones, ce qu'il apprend à regarder. Et dans le bazar empirique qu'on a pour essayer, j'ai bien dit essayer d'interpréter ce que fait un réseau de neurones, c'était une des meilleures pistes. Eh bien, cette piste a été totalement invalidée par DeepMind. Donc, on est très triste, mais d'un autre côté, on préfère ça plutôt que de continuer à avoir des outils décevants. Et là, voilà, tout en étant déprimant, ça remet une pièce dans la machine de on sait entraîner ces gigantesques modèles. À date, on n'est pas vraiment capable de faire grand-chose d'efficace pour essayer de comprendre ce qui se passe à l'intérieur. Et cette introduction étant faite, je vais partager mon écran et on va rentrer dans le sujet du webinaire. De quoi parlons-nous aujourd'hui ? Eh bien, on parle d'optimisation de boîte noire. Et là, vraiment, le but, ce n'est pas du tout de vous montrer des travaux très récents, pas du tout. C'est plus de faire une introduction. Pourquoi ? Parce que c'est un domaine qui est encore énormément ignoré, même dans le monde de l'IA. Alors que, on va le voir, c'est des outils qui sont utilisés depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans dans d'autres domaines plus ou moins glorieux comme la finance, la pub, etc. C'est un domaine qu'on connaît par l'optimisation d'hyperparamètres, mais voilà, ce domaine est mal connu
Et il se trouve qu'il y a quand même des outils qui aujourd'hui existent, qui sont pas si compliqués que ça à mettre en œuvre et qui régulièrement peuvent nous sauver la vie. Donc c'est dommage de ne pas les connaître. Je vous passe le slide commercial qui ici ne sera pas très très pertinent. Et donc, commençons un petit peu. De quoi parlons-nous? Déjà, quand on parle d'optimiser une boîte noire, on parle de boîte noire. Qu'est-ce que c'est une boîte noire? Une boîte noire, c'est un machin entrée-sortie, un processus. On peut mettre des entrées, on observe des sorties, mais on ne peut pas aller à l'intérieur voir ce qu'il se passe. Un réseau de neurones, c'est une boîte noire. Quand je définis ainsi une boîte noire, en fait, je définis une tonne de problèmes différents. Celui qu'on a tendance à connaître quand on est dans le monde du machine deep learning, c'est l'optimisation des hyperparamètres. Rappel, quand j'entraîne un réseau de neurones, j'ai des paramètres qui vont évoluer naturellement via la descente de gradient stochastique, mais j'ai aussi ce qu'on appelle des hyperparamètres. C'est des paramètres que je fige au début de l'entraînement et qui vont fortement conditionner cet entraînement. Et ces hyperparamètres, c'est une des névroses de notre domaine, parce que si on a les bons, on est très content. Si on a les mauvais, rien ne marche. Et on manque cruellement d'heuristiques, de moyens, pour pouvoir discerner si un hyperparamètre est pertinent ou pas. Donc ça, on va voir des exemples comme ça, mais l'optimisation de boîte noire est très utilisée pour ces questions-là. L'optimisation de boîte noire, ça peut aussi être pour gérer un simulateur très complexe. J'ai un simulateur qui est extrêmement compliqué. Et effectivement, je peux aller à l'intérieur. Dedans, on a des forces physiques, on a des choses qui sont modélisées. Mais cette compréhension, elle n'est pas évidente à avoir. Et parfois, j'ai juste envie d'optimiser ce simulateur. Je vais considérer que c'est une boîte noire et voir ce que je peux faire. C'est aussi ce qui se passe, et là, je passe plus dans le domaine logiciel, mais nous, c'est des choses qu'on a vécues, où on est face à des logiciels qui sont propriétaires, ils sont plus ou moins vieux, totalement fermés. Nous, on a vécu un truc, c'était un certain temps, on était face à un simulateur important, on pouvait l'utiliser, aucune documentation, aucun interlocuteur pour poser des questions, et donc, voilà, le besoin d'appréhender ce qui se passe dedans. Il y a aussi tout ce qui est processus avec des retours humains. L'A/B testing, aujourd'hui, quand on teste des visuels, des interfaces, on est quelque part face à une boîte noire. Les retours des utilisateurs, on peut juste leur soumettre quelque chose, observer les résultats, mais ce qui s'est passé dans le cerveau de mon précieux utilisateur, je n'en ai aucune idée. Voilà. Il y a des tonnes de cas de figure. Et le concept global n'est pas très compliqué. On va faire une série d'itérations. On va régulièrement avoir des entrées. Alors, ce schéma, pour de vrai, c'est de l'optimisation d'hyperparamètres, mais le principe est toujours le même. J'ai des entrées. Je vais les utiliser pour tester. Ici, je vais entraîner un modèle sur ces entrées qui sont des hyperparamètres. Je vais observer un résultat. Et grâce à ce résultat, je vais trouver un moyen d'améliorer ces paramètres. Et donc, je vais boucler entre eux, je cherche de nouveaux paramètres, je les trouve, j'évalue, l'évaluation est extrêmement importante, et suite à cette évaluation, j'ajuste mes paramètres. Autrement dit, on va avoir deux grands problèmes en black box optimization. L'exploration, parce qu'on a des paramètres, ces paramètres peuvent prendre des valeurs, et on va être relativement aveugle dessus. Et l'évaluation qui, plus elle est lourde, plus ma vie va être compliquée. Donc, quand je vais avoir un problème d'optimisation de boîte noire, je vais déjà vouloir évaluer la complexité. Et là, j'ai vraiment deux points d'entrée pour réfléchir. Le premier point d'entrée, qui est très proche de ce qu'on observe en machine learning classique, c'est à quel point la dimensionnalité de ces valeurs d'entrée va être complexe. Les paramètres que je vais avoir en entrée, ça peut être des variables continues. Voilà, ça peut être une force que j'applique. Ça peut être des variables discrètes. Ça peut être la valeur 1, 2 ou 3, voire des énumérations. Et les énumérations, on sait que via le one-hot encoding, ça explose en termes de dimension. Mais c'est encore plus compliqué que ça. Je n'ai pas juste des variables qui peuvent prendre des valeurs. Potentiellement, selon la valeur de certains paramètres, d'autres paramètres vont exister ou non. Par exemple, je cherche le meilleur algorithme de machine learning pour gérer un problème. Eh bien, selon l'algorithme que je choisis, j'aurai des paramètres spécifiques ou non. Et donc, notre problème va être d'explorer cet espace des paramètres. Et ça peut être un sujet particulièrement complexe si j'ai une trop grande dimensionnalité. L'autre élément, c'est à quel point une évaluation est lourde. J'ai des cas de figure où l'évaluation va être extrêmement rapide. Et là, je vais être content parce que là, l'optimisation de boîte noire va pouvoir vraiment travailler correctement. Dans d'autres cas de figure, typiquement les hyperparamètres d'un modèle, s'il me faut 24 heures pour entraîner mon modèle, bon, là, je n'ai pas envie de me planter. Et là, je vais avoir une notion de budget à gérer. Aujourd'hui, l'optimisation de boîte noire, c'est peu utilisé, même dans le monde scientifique, et il y a plusieurs craintes, plusieurs points qui remontent. Déjà, ces méthodes sont souvent très mal comprises. Et ironiquement, on les voit souvent elles-mêmes comme des boîtes noires. Bon. Alors, j'ai envie de dire que quand on fait du black box optimization, on fait de l'empirisme et on cherche la meilleure solution, mais c'est un frein. Et il y a aussi beaucoup de scepticisme.
Voilà, ça a l'air souvent trop compliqué pour ce que c'est. Et ce qu'on veut en général, c'est des approches plus simples, ce qui est d'ailleurs intelligent. Et de toute façon, quand on est face à un problème, on commence par les solutions les plus simples avant de réfléchir à des solutions plus complexes. Ceci dit, on va le voir, aujourd'hui, on a des outils qui sont relativement génériques. Et donc, ce n'est pas très compliqué de faire des tests. Un autre problème, c'est que quand je fais de l'optimisation de boîte noire, eh bien, j'ai énormément d'algorithmes. Et du coup, quand il s'agit de choisir le bon algorithme, les bonnes valeurs d'algorithme, on se perd. Et un peu comme en renforcement, comme dans beaucoup de problèmes où on travaille sur de la donnée complexe, l'exploration peut être très, voire trop complexe. Si jamais j'ai trop de paramètres qui partent dans tous les sens, j'aurai beaucoup de mal à travailler. Alors, je vous l'avais dit, le but, là, c'est plus faire une introduction que de vous présenter les choses les plus récentes. Et donc, quitte à parler de méthode old school, déjà, on peut parler de la recherche et notamment parler de la différence entre ce qu'on appelle la grid search et la random search. C'est un peu le schéma que j'ai à droite. Imaginons, j'ai 2 paramètres et je veux chercher des valeurs, des candidats pour des valeurs. La grid search, on le voit là, c'est je vais prendre des points qui sont équitablement répartis. Voilà, je vais faire des divisions équitables et chaque combinaison de valeurs va être un test. La random search, je vais faire une recherche pour le coup complètement aléatoire. Je vais tirer mes valeurs au hasard. Eh bien, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que la random search est toujours plus efficace que la grid search. Là, typiquement, ce qu'on observe, c'est qu'on a des sortes en fait de courbes de potentiel et ce qu'on cherche, c'est des minimums. Et on observe qu'on a un minimum ici qui va être trouvé beaucoup plus facilement par rapport à la grid search. Alors, je vous passe l'argument mathématique. Si vous intéresse, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Mais on a travaillé sur ce que ça veut dire faire de la recherche aléatoire dans un espace abstrait, un espace mathématique. Et cette recherche aléatoire est toujours supérieure. Ce n'est pas le pire cas. Hein. Nous, on a des cas de figure, on fait de la recherche aléatoire. Et évidemment, plus on fait de tests, plus on a de résultats pertinents. On trouve des choses pertinentes. Bon. Quitte à passer sur des choses un peu plus intéressantes, les stratégies par évolution, c'est un candidat très récurrent. Quand on fait de la stratégie par évolution, chaque solution, ça va être un candidat. Quand je parle de solution, c'est une valeur de paramètres d'entrée qui vont donner une valeur en sortie. Et on va itérer entre avoir une population de candidats, tiens, on voudrait bien tester ces valeurs, les évaluer et utiliser les réponses pour générer de nouveaux candidats. La recherche va être relativement aléatoire et ce qu'on sait, parce que les stratégies d'évolution, maintenant, ça a 30 ans, 40 ans, c'est que quand on fait de la stratégie d'évolution, on a très peu de chances de tomber dans des minimums locaux. On peut avoir des objectifs joints, on peut avoir des objectifs complexes. En revanche, si jamais l'évaluation, le fait de prendre des entrées et d'avoir un résultat en sortie est trop long, eh bien, on sera en game over. Quand je fais de la stratégie d'évolution, je vais maximiser mon nombre d'évaluations. Donc, ça suppose vraiment que je puisse faire une tonne d'évolutions facilement. Là, vous avez un schéma qui reprend un peu l'idée. Mettons que voilà, j'ai des paramètres, je cherche des valeurs. Ces valeurs peuvent être des ronds, des losanges, etc. J'ai des valeurs initiales que je prends au hasard, et puis après, je vais faire ma boucle. Et ma boucle, qu'est-ce que ça va être régulièrement? Ça va être déjà de faire, alors, on a beaucoup une vision d'algorithmes génétiques liés aux algorithmes évolution, mais de mélanger ces candidats pour créer de nouveaux candidats. Voilà, ça peut être du mélange uniforme, ça peut être ce qu'on appelle de la roulette. Il y a pas mal de solutions différentes. Ensuite, ça va me permettre du coup de générer de nouveaux candidats. Je vais avoir ce qu'on appelle de la mutation, c'est-à-dire que je vais perturber mes candidats, je vais les modifier un peu à la marge. Je vais ensuite les évaluer et garder les meilleurs. Et si je fais ça avec, allez, au moins une centaine de candidats, voire des milliers de candidats, eh bien, c'est vraiment une bonne approche pour essayer, à l'aveugle, de trouver les meilleures solutions. Donc, si on est dans un cas de figure où faire l'évaluation, c'est rapide, les stratégies à évolution, c'est vraiment un choix agréable, simple et potentiellement pertinent. Et qui, d'ailleurs, régulièrement est utilisé en deep learning. C'est pas rare que on utilise le deep learning pour générer des vecteurs de features, mais que pour chercher la meilleure combinaison, on fasse de la stratégie à évolution. Si jamais vous m'avez eu en formation en initialisation, on a vu ensemble les world models où pour trouver le meilleur agent qui interagissait avec un environnement, on faisait une grosse stratégie à évolution. Et en plus, l'intérêt de la stratégie à évolution, on n'a pas besoin de GPU pour ça, on n'a pas besoin de ressources on n'a pas besoin d'énormes ressources de calcul, si ce n'est d'avoir plein de CPU. Et ça, c'est quelque chose qui ne coûte pas forcément cher. Donc, les stratégies à évolution, c'est aujourd'hui encore une des approches un peu les plus importantes pour faire de la recherche en aveugle en optimisation de boîte noire. Il y a une autre famille d'approches, et là, je ne vais pas aller très très loin dans la description, et peut-être même sans doute en avez-vous entendu parler, c'est tout ce qui est approche bayésienne. Et les approches bayésiennes,
ça va être beaucoup plus utile quand l'évaluation est très très lourde. Les approches bayésiennes, c'est un moyen d'itérer pour essayer d'approximer le mieux possible quelque chose, un phénomène. Et là, ce qu'on va vouloir approximer quand on fait de l'optimisation de boîte noire, c'est qu'est-ce que j'ai comme relation entre les variables en entrée de ma boîte noire et le résultat en sortie. Je vais essayer de modéliser cette relation et je ne vais pas juste essayer de la modéliser d'une manière brute, je vais modéliser ça par une distribution. Autrement dit, non seulement je vais avoir peu à peu une approximation de ces dépendances entre entrée et sortie, mais en plus, je vais avoir une vision probabiliste, autrement dit, une vision sur l'incertitude. Je serai capable de dire, et c'est un peu le schéma que vous avez en droite, si j'ai cette valeur de paramètre, je suis sûr de moi. Par contre, si je suis ici, vous voyez la différence entre la vraie fonction qui est la courbe en pointillé et la fonction qu'on a et l'approximation qu'on est en train de faire, ce qu'on appelle le surrogate, qui est un peu en dessous. Et bien là, j'observe qu'en bleu, j'ai l'incertitude qui est très grande. Donc là, j'ai une double information. Et parce que j'ai une double information à la fois d'approximation et d'incertitude, eh bien c'est pour ça que les approches bayésiennes, depuis plusieurs décennies, sont utilisées dans le monde de la publicité, le monde de la finance, tous ces domaines où il y a un enjeu d'avoir la meilleure approximation, mais en gardant quand même une connaissance valable. D'ailleurs, en médecine aussi, quand on essaye d'approximer du coup l'usage d'un médicament, souvent on fera de l'approche bayésienne parce que ça permet de mieux travailler. Alors, les approches bayésiennes, il y a des tonnes de variances. Si jamais vous m'avez eu en formation, je vous ai parlé du Variational Autoencoder, qui est vraiment une application des approches bayésiennes, le VAE au deep learning. Mais aujourd'hui encore, entre approche bayésienne et deep learning, il y a des choses qui se rejoignent. Il y a un domaine qui s'appelle le Bayesian Deep Learning, qui notamment est très étudié en médecine et sur lequel on a pas mal travaillé. Mais c'est vrai qu'on rencontre rarement l'alliance des deux. Mais donc, quand je fais du Bayesian Deep Learning, peut-être pour reprendre un peu les choses, j'aurai toujours du coup ce surrogate. Le surrogate, qu'est-ce que c'est? C'est l'approximation que j'ai à date sur une courbe que je ne connais pas, idéale, qui est cette courbe entre entrée et sortie. J'ai aussi un deuxième outil mathématique, une fonction d'acquisition. Cette fonction d'acquisition, elle va me dire, j'ai fait une itération, j'ai mis à jour mes approximations, où est-ce que je vais aller chercher du coup mon prochain paramètre de test? Et là, typiquement, le schéma qu'on a en haut à droite, on a encore une fois la courbe qu'on veut approximer. On a l'approximation qui est la courbe continue, l'incertitude. Et en dessous, en orange, là, j'ai l'acquisition. Et je vois que le maximum d'acquisition, c'est ici, à cette valeur, que je ferai ma prochaine évaluation. Donc, c'est vraiment un outil pour itérer. Et donc, ces approches bayésiennes sont centrales, ça je vous l'ai dit. Et alors, une énorme difficulté, et ça c'est un sujet que je ne vais pas aborder ici parce qu'il me faudrait des heures, et je pense que même après 3 heures, j'aurais à peine effleuré le sujet. Mais si ça vous intéresse, n'hésitez pas à nous faire un petit mail ou un petit message et je vous enverrai un petit peu des points d'entrée de comparaison. Et c'est le choix notamment de comment je fais mon surrogate, comment j'approxime ma distribution cible. Et ça, c'est une vraie question. Parce que selon le choix de cette approximation, j'ai beaucoup plus de chances d'y arriver ou pas, comme le choix de la fonction d'acquisition. Et là, en général, je vais avoir un trade-off entre des courbes qui vont avoir une meilleure capacité à exprimer des phénomènes complexes, mais une lourdeur pour itérer. Donc, les approches bayésiennes permettent d'itérer. Et il y a un dernier élément dont je vais vous parler pour un peu les approches old school, même si là, on est en 2016, c'est Hyperbend. Alors, Hyperbend, c'est une approche qui maintenant s'est beaucoup démocratisée. Et Hyperbend, c'est un peu cette idée que l'évaluation, parfois, prend beaucoup trop de temps. Et Hyperbend, à la base, a vraiment été créé pour gérer cette recherche optimale d'hyperparamètres. Voilà, je veux entraîner un réseau de neurones, je cherche mes hyperparamètres, ça peut être les paramètres d'optimisation, ça peut être le learning rate, ça peut être la taille de batch, il y a des tonnes de possibilités. Et Hyperbend, c'est possible quand je peux faire des évaluations tronquées. C'est ça ma condition. Et là, typiquement, c'est un peu la courbe qu'on va à droite, où je peux entraîner mon réseau à 12%, 25%, 50% ou 100%, mais je pars du principe que, au bout de 12%, déjà, j'ai une bonne indication de si mes choix sont bons ou pas. Attention, ça, c'est un choix qui est très dangereux intellectuellement. Donc, quand je fais du Hyperbend, je vais partir d'un budget. Ça peut être un budget en temps, en ressources. J'ai droit à 80 heures GPU. Et donc, la question, c'est comment exploiter au mieux ce budget. Et donc, Hyperbend, le schéma que vous avez en haut à gauche est assez clair, tout du moins je l'espère.
vous avez des traits qui sont d'abord assez clairs et qui ensuite deviennent beaucoup plus pâles. Quand ils deviennent pâles, en fait, on a arrêté l'entraînement et c'est juste savoir ce que ça aurait donné. Mais donc, qu'est-ce qu'on observe? Je vais faire une première série d'évaluations à 12% avec 12% de l'entraînement total. Donc, je fais mon entraînement partiel et une fois que je l'ai fait, j'observe que j'ai les courbes du haut qui, grosso modo, sont moins intéressantes que les courbes du bas. En ordonnée, on a la losse. Bon. Eh bien, je vais garder les meilleurs et c'est les meilleurs où là, je vais continuer l'entraînement jusqu'à 25%. Et là, 25%, j'observe qu'il y a des courbes qui se croisent. Autrement dit, il y a des candidats qui sont plus intéressants que d'autres. Eh bien, pareil, j'arrête et là, je garde les deux meilleurs candidats. Je vais à 50%, je regarde le meilleur et là, c'est le meilleur que je pousse à 100%. Donc, encore une fois, attention, le postulat que je fais, c'est que ce que j'observe au début de l'entraînement va être une bonne indication de la suite. Alors, si vous avez entraîné des réseaux de neurones, vous savez que c'est vrai dans une majorité des cas. Majorité que je ne vais même pas essayer de quantifier parce que j'ai un peu d'amour propre, mais que bon, on l'a tous vécu. La courbe monte, monte et puis tout d'un coup descend. Bon, ça fait du deep learning. Ceci dit, si vous êtes un problème comme ça, eh bien aujourd'hui faire du hyperband, voire du hyperband avec une approche bayésienne, où une fois qu'on a des évaluations, eh bien on utilise l'approche bayésienne pour essayer d'estimer les prochains candidats. Honnêtement, on n'a pas mieux. Enfin, on n'a pas mieux. En étant aveugle sur le sujet. Hein. Donc ça, c'est l'old school. Et donc, à ce stade, parce que le but, c'est vous donner un peu une revue d'ensemble du Black Box Optimization en un temps relativement limité, la question, c'est, OK, qu'est-ce que j'ai comme outil pour pouvoir essayer de faire ça? Alors, on vous en propose 3. Optuna. Alors, j'avoue que j'ai un biais personnel parce que ça, Optuna, je l'aime bien. Ce n'est pas forcément le meilleur et j'en reparle au slide suivant. Mais l'intérêt d'Optuna, c'est que ça montre un bon exemple de comment est-ce qu'on code un problème d'optimisation. Et même, on va regarder l'exemple. Je suis en Python. Et donc là, ce que je veux, c'est entraîner un MLP, donc un petit réseau de neurones, à faire de la classification. Déjà, j'ai une fonction. Voilà, cette fonction, c'est cette fonction que je vais donner à Optuna. Et j'observe que je vais instancier des paramètres, ici nLayer, avec une fonction pour suggérer des entiers. En fait, là, je dis à Optuna, j'ai une variable, c'est nombre de layers, et c'est un entier qui va de 1 à 4. Donc, j'ai de 1 à 4 couches. Et après, pour chaque couche, je vais demander à Optuna de me suggérer des entiers sur le nombre de neurones. Un entier de 1 à 128. Ensuite, je définis mon classifieur, et là, je l'évalue. Et je renvoie un score un petit peu qui dit à quel point c'est intéressant. J'ai fini. Une fois que j'ai fait ça, j'ai fait cette fonction où je définis les variables que je vais récupérer avec leur borne et je renvoie un score d'évaluation. Une fois que j'ai fait ça, je crée mon étude Optuna, je lance l'optimisation avec un nombre DC max, je peux lancer. Et pourquoi je vous montre ça? Parce que ça, c'est honnêtement un argument énorme pour le Black Box Optimization, c'est que ce n'est pas long en termes de code pour faire des tests. Et donc, dans nos métiers où régulièrement, on sait ce qu'on fait, on sait où on va, théoriquement, mais où parfois, quand même, soyons honnêtes, on est un peu bloqué face à un problème, et là, on a besoin de jeter des lignes pour se sortir d'un trou dans lequel on s'est mis, et ça, c'est un test qu'on peut faire vite. Et c'est déjà arrivé plusieurs fois, on le teste, on n'y croit pas forcément, et en fait, ça marche pas si mal. Donc, c'est pour ça que la Black Box Optimization, c'est quelque chose qu'il ne faut pas sous-estimer, parce que certes, il y a beaucoup de complexité scientifique, mais c'est un pari qui est rapide à faire. Et là, vous lancez votre optimisation, vous retournez à autre chose et vous pouvez très bien voir le lendemain, OK, qu'est-ce que ça m'a donné? Mais donc, si vous avez vécu en tant que data scientist ou même en direction d'équipe, ces moments où, en fait, on n'a pas trop de solutions, on a besoin de se créer un petit peu des espaces d'air, ça, c'est un moyen de faire des tests intéressants. Alors là, je vous donne un exemple sur Optuna. Évidemment, il y a d'autres outils et les outils suivants sont peut-être un peu plus recommandés. Enfin, je vais vous donner un peu les clés. Alors, Scikit Optimizer, il est sorti un peu après Optuna. Aujourd'hui, dans la plupart des comparatifs récents, il donne de meilleurs résultats. Ceci dit, j'ai un devoir d'honnêteté dans ces webinaires qui est d'être franc avec vous. Et moi, je ne m'en suis pas servi, donc je ne le connais pas. Et je n'aime pas recommander un outil que je ne connais pas. Mais bon, j'ai quand même regardé pas mal la doc ces dernières semaines. Il a l'air relativement clean. Et il a l'air d'avoir potentiellement moins d'algorithmes qu'Optuna, qui est un peu plus vieux. Mais il semble un peu plus générique. Mais surtout, ce qui a fait
que en fait, j'ai choisi ce sujet, et c'est justement dans l'avant-dernière revue de recherche que j'en parlais. Il s'est passé quelque chose en juillet-août dernier, qui a quand même fait un petit coup de semonce. Google, ça fait, on sait, des années qu'ils utilisent ce genre d'outils en interne pour des tonnes de problèmes différents. Optimisation de ressources, optimisation réseau, campagne de publicité, enfin voilà. Et ils ont sorti en juillet-août dernier une version Python open source de leur outil interne. Alors, ce n'est pas exactement l'outil Google qu'on a, soyons lucides, mais Google assure, et visiblement c'est intéressant, que c'est assez équivalent. Et donc, c'est un équivalent de l'outil interne qu'ils ont utilisé depuis beaucoup d'années. Et pourquoi il est intéressant, Google Visir? Ça, je vous encourage à aller parcourir la revue de recherche qu'on a publiée donc, il y a 2 mois. C'est que eux insistent énormément sur le côté générique de leur outil. Là, ça mérite une parenthèse. En général, quand on fait de l'optimisation de boîte noire, je vous ai dit, ça se lance, ça se teste, c'est vrai, mais on a quand même envie un petit peu de normaliser la donnée en entrée, de regarder ce qu'on fait, vérifier qu'il n'y ait pas des cas où la boîte noire sur laquelle on travaille renvoie des valeurs complètement stupides. Enfin voilà, on a quand même envie un peu de se protéger. Et là, en fait, on retrouve la bonne vieille sagesse de la donnée, qui est que plus je fais attention en amont à ce que je mets comme données, plus j'ai de chances que ça marche. Et bien là, Google Visir a vraiment travaillé sur, on veut un outil le plus polyvalent possible, et donc là, il y a beaucoup de complexité dans l'outil. Par contre, cet outil est quand même le plus générique qu'on ait à date. Notamment, et ça, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on a un pré-processing de la donnée qui se veut vraiment le plus agnostique possible. Et vous le verrez si vous allez lire la publi, ils ont fait des benchmarks de comparaison qui sont très intéressants, où ils ont pris des tonnes de problèmes différents et ils n'ont pas fait d'adaptation de leur outil aux problèmes. Donc, ils ont vraiment testé l'idée, je prends plein de problèmes différents et je prends mon outil dans son approche basique et je regarde les résultats. Et leurs résultats étaient beaucoup, beaucoup plus pertinents que ce qu'on avait sur Scikit Optimization, voire sur Optuna, quand bien même, pour de vrai, je soupçonne qu'en travaillant un minimum plus la donnée en entrée, on puisse faire remonter les concurrents. Mais c'est un argument intéressant parce que parfois, on n'a pas le temps. Soyons un peu lucides, parfois, on est pressé. Et donc, là, on a un enjeu d'aller vite et d'avoir assez vite des solutions. Donc, Google Visir, ça, je me permets de le recommander chaleureusement. Petit point d'intérêt si ça vous intéresse. On a aussi l'implémentation d'un algorithme beaucoup plus récent qui est l'algorithme des Lucioles, Fireflies Algorithm, pour trouver de nouveaux candidats. Et ça, c'est assez intéressant parce que c'est une approche qui est assez proche des approches par évolution. Et l'idée, c'est quoi? C'est que, on va avoir des candidats, et là, chaque candidat, on considère que c'est une luciole, et plus le résultat est bon, plus elle émet de la lumière. Et l'ensemble de ces candidats vont créer une sorte de vecteur de force pour trouver les nouveaux candidats. Et notamment les candidats qui sont en échec, d'habitude, on essaie de même pas les prendre en compte, et bien là, ils vont repousser, ils vont avoir une force pour repousser les solutions de manière à trouver de nouveaux candidats. Nous, on l'analyse, mais je me permets d'être un peu direct. Aujourd'hui, vous avez un problème où vous voulez vous faire les dents sur un outil, testez Google Visir, ça a l'air extrêmement intéressant. Alors, d'autres approches quand même, avant de passer sur des travaux plus récents, le renforcement. Alors là, c'est vraiment pareil, c'est juste ouvrir le sujet, mais si vous connaissez un tout petit peu le renforcement, vous allez sans doute voir le lien assez vite. Le renforcement, on est en deep learning, mais là, on n'est plus en supervisé, non supervisé, on n'a plus de dataset. On a un simulateur, on a un environnement, et on a un agent qui va essayer de trouver les actions pour maximiser une fonction récompense globale. Par exemple, on l'utilise en robotique, grasping, un cas basique, je veux que mon bras robot ramasse un objet, eh bien, il travaille, et s'il arrive à le soulever suffisamment longtemps, on lui donne une récompense de 1, sinon de 0. Et donc, le renforcement, j'en parlais un petit peu quand je parlais de la revue de recherche, c'est un domaine sur lequel on travaille beaucoup, qui devient crédible avec l'imitation learning, mais c'est aussi de l'optimisation de boîte noire. Quand je fais du renforcement, mon environnement, je n'essaye même pas de le comprendre. Et c'est pour ça que le renforcement, aujourd'hui, on en parle beaucoup, ou tout du moins, ce qu'on en perçoit quand on s'y intéresse, c'est beaucoup les travaux en robotique, en optimisation de jeux vidéo, mais le renforcement est aussi utilisé pour faire de la black box optimization. Et nous, on a déjà eu le plaisir de travailler en renforcement pour essayer d'initialiser des solutions face à des simulateurs très complexes. Et ça, c'est quelque chose qui peut être intéressant. Voire même, on a aujourd'hui des travaux en renforcement qui essayent d'optimiser les hyperparamètres, voire l'architecture d'un modèle. Ça, c'est un travail qui date de 2019, qui n'est pas inintéressant, où on sait qu'on veut un modèle.
Par contre, typiquement, le type de pooling, le type d'activation, on n'en sait rien. Eh bien, ça va être un enjeu de renforcement. Alors, je ne vous suggère pas demain de faire du renforcement en optimisation d'hyperparamètres. Ce n'est pas très intéressant. Par contre, je pense que c'est pertinent de voir quand même les liens entre l'optimisation de boîte noire et de renforcement. D'ailleurs, ces deux domaines ont le même problème fondamental, l'exploration. Quand je fais du renforcement, l'exploration du coup de l'environnement et des relations entre action et résultat, c'est l'enjeu numéro 1 du renforcement. Eh bien, en Black Box Optimization, pareil, je veux explorer comment mes données d'entrée impactent la sortie. J'ai fondamentalement des problèmes d'exploration. Donc, c'est deux sujets qui sont très proches. Pour l'instant, ils sont un peu chacun dans leur silo, mais on commence à voir, dans pas mal de publics différentes, des gens qui traversent la frontière et qui, pour un problème, utilisent l'autre outil, et ce n'est pas du tout inintéressant. À ce stade, pour conclure, 2 travaux plus ou moins récents, même si là, encore une fois, mon but, c'était plus de vous proposer une introduction. Alors, déjà, DeepMind a proposé quelque chose en 2023. ICLR 2023, c'est une bonne conférence. Et là, ils ont proposé du Meta Black Box Optimization. Alors, c'est le genre de terme qui fait très, très classe sur une publication scientifique. Mais là, outre le fait que c'est DeepMind et que DeepMind, quand il publie, c'est souvent intéressant, là, c'est une publique qui a fait un peu de bruit. Pourquoi? Parce que jusqu'ici, quand on faisait de l'optimisation de boîte noire, on ne mettait pas trop de deep learning dedans. Ce n'était pas super. Et bien là, DeepMind s'est amusé à entraîner un modèle à faire de l'optimisation de boîte noire sur des problèmes assez simples. Donc, ils ont entraîné le modèle sur des problèmes simples et ensuite, le résultat, ils l'ont utilisé sur un problème beaucoup plus spécifique. Et ça, c'est intéressant. Pourquoi? Parce que lors de l'entraînement, certes, il y avait du coup de la recherche de fitness, donc des approches échantillonner, évaluer, recherche de produits fitness, mais pour trouver des candidats, on utilisait justement un réseau de neurones pré-entraîné. Et ce qui est vachement intéressant, je trouve, excusez mon vocabulaire, c'est qu'on travaille sur des problèmes simples et on généralise à des problèmes plus complexes. Et là, s'ouvre quelque chose d'assez intéressant, c'est l'idée que demain, peut-être qu'on entraînera on sera face à de l'optimisation de boîte noire sur un problème très complexe, on entraînera sur des problèmes simples pour ensuite l'appliquer aux problèmes complexes, toujours en optimisation de boîte noire, et on aura des résultats intéressants. En termes de résultats, alors là, je vous montre le schéma classe. Ce que vous avez en rouge, c'est l'approche du coup de DeepMind. Bon, qui déjà, dans certains cas de figure, là, vous avez Alf-Cheetah, Richer, Ant, c'est des problèmes vraiment de contrôle continu, donc de renforcement où je contrôle un agent. Où là, l'approche de DeepMind est beaucoup plus efficace. Par contre, sur des problèmes black box plus simples, ce que proposait DeepMind était équivalent à ce qu'on avait avant. Donc, pareil, je ne vous dis pas, allez reproduire le code, ça va marcher. Ça, c'est plus une alerte pour suivre la recherche. Eh bien, mine de rien, les mécanismes d'apprentissage pour s'adapter à des problèmes, ça reste une voie de solution extrêmement intéressante. Et ça, c'est un travail, à mon avis, qui va être généralisé assez vite. Pour finir, alors là, on reprend un peu de recul, mais ça, c'est quelque chose qui a quand même été très intéressant. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qui répond à la question, c'est quoi la différence entre les travaux que nous, à petit niveau, on peut faire, à petit ou moyen niveau, mais voilà, on peut faire en deep learning versus des groupes comme NVIDIA, Huawei, Google, etc., etc. Alors, une des réponses évidentes, c'est qu'ils ont accès à des moyens démentiels. Et effectivement, une publication de DeepMind Google, en général, le coût d'entraînement, on est facilement dans les 300, 500 000 euros, voire les millions d'euros. Mais ce n'est pas l'unique chose. Et ça, on s'en est rendu compte en 2020. NeurIPS, donc, qui est un peu la conférence pour le pire et pour le meilleur, un peu centrale en deep learning. Il y a eu un concours très intéressant qui était de dire, voilà, on veut faire de l'obsession de boîte noire. Et là, la boîte noire, c'était quoi? C'était trouvez-nous une solution pour gérer un problème de classification, il y en a plein de possibles, avec cette métrique et ce type de modèle. Donc, l'enjeu, c'était que les gens préparent quelque chose et soumettent une solution capable de prendre en entrée un modèle, un dataset et une fonction de coût, donc une métrique, et que ça marche. Donc, c'était quand même un problème assez difficile. Donc, à l'époque, des tonnes de chercheurs ont bossé à ça. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a eu de très beaux retours et d'une belle analyse sur les résultats. Et les auteurs se sont rendus compte qu'il y avait un ravin entre les 20 meilleures solutions qui toutes utilisaient du bayésien versus les autres. Donc, à l'époque, on s'est rendu compte que, en fait, l'optimisation bayésienne
était non négociable pour faire de la recherche optimale d'hyperparamètres. Et ça, aujourd'hui, on veut faire de la recherche d'hyperparamètres. Là, attention, on ne parle pas de gros réseaux de neurones, etc. Non, on parle du MNIST, on parle du Boston Housing, on parle de problèmes où l'entraînement prend une demi-heure. Et de problèmes que vous pouvez rencontrer demain sur de la classification, de la segmentation, sur la donnée catégorielle. Eh bien, le fait de faire de l'obsession bayésienne, c'était un différenciant énorme entre des travaux qui quand même étaient vraiment assez bas et des travaux plus pertinents. D'ailleurs, NVIDIA qui est arrivé deuxième, ils n'ont rien fait de très intelligent. Hein. Ils ont réutilisé Turbo, qui est une solution un peu de Uber, et avec Sklearn Optimize. Turbo qui est accessible sur Internet. Donc, ce qu'ont fait les mecs de NVIDIA, c'est des choses que vous pouvez reproduire demain sans trop de complexité. Donc, ce n'est pas inatteignable. À noter que là, on a les scores avec la médiane et on a les RS iter et RS efficiency. Donc, ça, c'est le nombre d'itérations qui seraient nécessaires en recherche aléatoire pour avoir l'équivalent. Là, toutes les approches avaient un temps limité pour donner un résultat. Et donc, si j'avais voulu trouver le même résultat, la même qualité de résultat, en faisant une recherche aléatoire, et ça me permet de vous rappeler que la random search dont on a parlé dès le premier slide est toujours un candidat, eh bien, j'aurais dû faire 15 000 recherches aléatoires. Et la RS efficiency. Et donc, là, vous avez un graphique qui vient du schéma. Je vais conclure là-dessus. On voit un peu les différentes solutions, Huawei, NVIDIA, etc. Mais on voit aussi, là, ce qu'on voit, la courbe bleue, qu'est-ce que c'est? C'est ce que donne une random search. Et c'est d'ailleurs un autre enseignement que je me permets de vous donner. Si vous avez plein de temps, la recherche aléatoire, c'est très bien. Alors, ce que je dis peut paraître provocateur, voire un peu confusant, mais aujourd'hui, face à des espaces mathématiques trop complexes, on peut essayer d'être intelligent et faire du Adam whatever, mais pour de vrai, la recherche aléatoire, ça marche bien. Et on voit que d'ailleurs, en fonction du nombre d'évaluations, alors attention, l'échelle est logarithmique en abscisse, eh bien, on a une qualité qui augmente, effectivement. À ce stade, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ça peut être dans le chat, ça peut être par oral. Si vous avez des idées de sujets pour des prochains webinaires, on est toujours preneur. Si vous avez des critiques, n'hésitez pas non plus. Vous ne me vexerez pas, au contraire. Oui, Eric, concernant le dernier slide. Oui. Si je comprends bien le graphe de droite, toutes les autres méthodes en dehors de la random search sont constantes dans le nombre d'évaluations. Non. En fait, là, les résultats, en fait, dans le cadre du concours, chaque solution avait droit à 128 évaluations. Ah, d'accord. Donc, ils ont mis en abscisse. Ouais, okay. Oui. C'est pas du tout. Non. On a une corrélation directe entre augmenter le nombre d'itérations et améliorer la qualité. D'accord. Je me permets une petite question, j'ai l'impression qu'il n'y en a pas beaucoup d'autres. Merci déjà pour ce webinaire, c'était très intéressant. Je fais pas de deep learning personnellement, moi je m'y intéresse de loin pour l'instant, mais il y avait une question qui m'est apparue, peut-être un petit peu hors sujet, mais on parlait de black box, de déterminer ce qui se passe dans la black box en fonction des inputs et des outputs, et ça me faisait penser à du rétro-engineering sur une solution, sur un LLM closed source, par exemple. Est-ce que c'est possible? Elle est super cette question, je prends. Faire ce qu'on appelle, et si jamais je comprends mal, il ne faut pas hésiter à me couper, faire ce qu'on appelle du reverse engineering en software, c'est essayer justement de comprendre ce qui se passe à l'intérieur. Le problème déjà, c'est qu'un LLM aujourd'hui, on a beaucoup de mal à interpréter ce qui se passe à l'intérieur, voire on n'y arrive pas. Et ça, c'est vraiment un immense problème. C'est d'ailleurs pour ça que tout ce qu'on a en AI Act réglementaire qui arrive, l'AI Act ne dit pas il faut comprendre ce qui se passe à l'intérieur du modèle. L'AI Act dit il faut qu'il y ait une transparence, une formation, etc. Donc, de toute façon, reverse engineer un modèle, c'est très compliqué. Surtout, et le problème des LLM, c'est que les LLM, depuis 2 ans, depuis même GPT-3, il y a une course au plus gros modèle possible. C'est d'une stupidité effarante. Il y a eu des tonnes de bêtises qui ont été dites, qu'on prend un plaisir à débunker parce que, Dieu merci, il y a un temps pour que les gens prétendent n'importe quoi et après un temps pour que les chercheurs vérifient les choses et mettent leur grain de sel. Mais aujourd'hui, le problème d'un LLM, c'est qu'ils sont tellement gros et on cherche tellement que c'est absolument pas interprétable. Notamment, le lien entre un dataset d'entraînement et ce qui se passe dans le LLM, aujourd'hui, on est très bloqué. Qui plus est, quand le LLM, alors closed source, ça dépend vraiment parce que, et d'ailleurs, on fera un webinaire, je crois, en janvier-février là-dessus, sur qu'est-ce que ça veut dire open source pour les LLM. Le problème, c'est que les LLM, ça redéfinit un peu la notion d'open source et du closed source, notamment parce que
en fait, pour vraiment comprendre un LLM, il faudrait que j'ai accès à son dataset d'entraînement. Et ça, même des LLM comme Llama 2, Llama 3, ils refusent de le dire. Il faudrait que j'ai accès un petit peu aussi aux heuristiques de renforcement qu'on a utilisées. Et en fait, même aujourd'hui, ce qu'on a envie d'appeler un peu vite du open source LLM comme du Llama 2, du Mistral, on n'a pas ces informations-là. Or, il y a une dépendance énorme. Et d'ailleurs, si ça vous intéresse, je peux tout de suite vous mettre le lien d'une publique qui est pas du tout, enfin, qui est très peu scientifique, mais qui est incontournable sur tous les problèmes des LLM. Si ça vous intéresse, c'est Stochastic Parrot. Je ne sais pas si ça vous parle. Oui, mais ça m'intéresse quand même, mais j'ai déjà entendu ce terme. Alors, ça, je me permets parce que. Alors, attendez, est-ce que je suis capable de faire ça? C'est une publique, je conseille à tous les gens qui veulent avoir une vision d'ensemble des problèmes qu'on a sur les LLM. Je vous la mets dans le chat parce que honnêtement, c'est dramatique. Et alors, peut-être pour finir la réponse, si votre question, c'est comprendre ce qui se passe chez GPT-4, on a un autre problème, c'est que OpenAI est volontairement extrêmement secret sur ce qui se passe dans GPT-4. Mais à un point absurde, il y a eu récemment, c'était il y a quelques mois, on s'est rendu compte que les gens qui quittaient OpenAI n'avaient absolument pas le droit de dire quoi que ce soit sur ce qu'ils avaient fait en interne, sous peine de perdre leur equity, qui est une partie de leur financement en termes de salaire aux États-Unis. Et ça, quand même, ça pose question. Alors, c'est un débat interne. C'est à quel point OpenAI est malhonnête. Et alors là, je pars dans des soupçons, donc je n'ai aucune prétention d'avoir la vérité. Mais moi, je soupçonne beaucoup OpenAI de perdre de l'argent, de ne pas mettre en entrée un LLM, mais une architecture de plein de LLM, notamment, même sur mini-GPT. Et du coup, d'essayer de conserver un leadership pour garder une valorisation. Et c'est vrai que la valorisation des LLM aujourd'hui, c'est très marketing. Les LLM, pour un effet waouh, c'est super. Le LLM en production qui sert à quelque chose, c'est un vrai sujet. Donc voilà, mais n'hésitez pas à rebondir si ma question est partielle ou à côté de la plaque. Tout à fait. Non, merci, c'était très intéressant. Ma question, pour être plus concret, c'était est-ce que aujourd'hui, j'imagine qu'on ne sait pas le faire à 100%, mais dans quelle mesure on sait reproduire un modèle qui est closed source, juste en le blindant d'input et d'output et en analysant les outputs? C'est une question un peu naïve, mais… Non, c'est une bonne question. Alors, c'est possible dans l'absolu. En fait, même, je vais répondre comme ça. Dans l'absolu, et d'ailleurs, c'est un vrai sujet, nous, on a eu un client qui a eu des difficultés avec ça, mais c'était il y a longtemps. C'était en 2018 ou 2019, je ne sais plus, mais bon. Pardon, désolé, je suis un expert en aparté inutile. J'ai accès à votre modèle via une API, j'ai des entrées et des sorties, et c'est là où on rentre le truc. J'ai un dataset, je n'ai pas forcément la supervision dataset, mais j'ai les inputs. Par exemple, votre modèle classifie des images. Moi, j'ai plein d'images. Bon, je peux très bien appeler votre modèle pour récupérer des labels. Et ensuite, j'ai un dataset à noter, je peux entraîner un modèle dessus. Ça, c'est le niveau 0. Voire même le niveau 1, si j'ai les logits en entrée, je peux faire ce qu'on appelle du student teacher, c'est-à-dire entraîner un modèle à reproduire les mêmes logits. Je reste closed source. Logits, c'est les probabilités de sortie. Bon, ça, c'est des approches qui sont possibles. Le problème, c'est que c'est direct. En fait, la complexité est directement dépendante du volume de données sur lequel je vais faire passer le modèle. Et c'est pour ça que si je suis sur un cas de figure où j'ai 10 000 éléments, 10 000 appels d'API, je peux. Mais sur un LLM type ChatGPT, il faudrait que je fasse des milliards d'évaluations de l'API pour espérer commencer à avoir quelque chose de statistiquement intéressant, voire des centaines de milliards. Et c'est là qu'il y a le mur. Ok, ouais, ça paraît assez évident en fait une fois que vous le dites. mais c'est clair. Serviteur. Ok, merci beaucoup. Je vous en prie. Écoutez, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt avec plaisir.